Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous nous écoutez toujours sur Radio Campus Lorraine. Vous êtes au 99.6 à Nancy, 106.1 à Metz, ou sur notre site internet www.radiocampuslorraine.com. Aujourd'hui, nous recevons la Fondation SCP dans le cadre de notre triptyque d'émissions consacrées à l'écriture collaborative. Si vous ne savez pas ce qu'est la Fondation SCP, c'est l'un des plus vieux projets d'écriture collaborative dans le monde internet. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'ils existent, mais nous allons les laisser développer. Installez-vous confortablement, prenez votre meilleur livre de Lovecraft et laissez-vous porter par cette interview riche en informations. Que tu sois jeune auteur, parfait inconnu à ce qu'est l'écriture collaborative ou même ce qu'est la Fondation SCP, ou que tu sois quelqu'un de motivé et qui connaît peut-être, sois la bienvenue. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de la Fondation SCP. Et qui de mieux pour parler de cette fondation que deux membres de cette importante organisation ? Aujourd'hui on accueille Holt, senior staff et auteur, et Alwade, senior staff également et traducteur. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà. Après cette courte introduction, la question qu'on se pose et que nos auditeurs se posent, c'est qu'est-ce que la Fondation SCP ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer rapidement avec des termes vulgarisateurs ? Alors déjà, je vais commencer par dire qu'elle n'existe pas. Voilà, ça peut vous rassurer, parce qu'on a pas mal de gens qui peuvent venir nous voir sur le site, souvent des jeunes, mais pas que, qui vont demander si c'est réel, s'ils peuvent même être embauchés, faire un stage, c'est déjà arrivé. Non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'organisation mondiale qui surveille les anormalités sur le monde. Mais voilà, du coup, la Fondation SCP, c'est basiquement un peu votre recette X-Files, pour vraiment vulgariser, pour faire penser à des choses que les gens connaissent. C'est en gros l'histoire de notre monde qui a parfois des bizarreries, des monstres, des objets magiques, des lieux où quand tu arrives en voiture quelque part, tu vas voir une dame blanche sur le bord de la route. Ça, c'est caché aux yeux de la population par une organisation internationale secrète qui va les cacher, va les étudier, va les protéger de groupes externes et va en gros éviter que le civil lambda n'en prenne connaissance et panique. Est-ce que j'ai bien résumé, mon cher Wade ? Bien, oui, je dirais. Et que ce que ça donne dans notre vie réelle, c'est que c'est un site d'écriture et de traduction dont les écrits se déroulent majoritairement dans l'univers de la Fondation SCP. Voilà pour compléter. D'accord. Et si je comprends bien, cet univers résulte d'une création collective et collaborative de plusieurs auteurs qui s'amusent à développer l'univers via, je suppose, des articles, du texte. C'est ça. Alors effectivement, c'est une collaboration qui est très majoritairement sous forme de texte, avec plusieurs formats justement en texte, mais il y a également des fanarts, parfois des fanarts audio, parfois des fanarts graphiques, mais c'est très majoritairement du texte avec des articles, écrire les objets moins anormaux, des contes plus généraux et toutes sortes d'autres choses. Okay. Alors je précise qu'il dit conte, on appelle conte tout ce qui n'est pas un rapport SCP. Parce qu'il y a différents formats sur notre site. Il y a les rapports SCP qui sont en gros des documents que l'on peut lire et qui donnent l'impression qu'on a trouvé littéralement un document réel de la Fondation SCP qui est vraiment écrit comme si c'était quelque chose de crédible. Tandis que les contes, c'est un format beaucoup plus littéraire, beaucoup plus classique, ce qui est souvent du coup pas du tout un rapport, qui va prendre toutes les autres formes en fait. C'est une espèce de grosse case pour ranger tout ce qui n'est pas un rapport. Et cette création collaborative, elle date. Elle date. C'est quelque chose qui a été créé par les Anglais à la base, vers 2008, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, ça a fait vraiment boule de neige jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, il y a des branches dans beaucoup de langues. Il y a une branche chinoise, il y a une branche française, forcément, qui a été créée vers 2010-2012. 2012. Et du coup, voilà, on en est là aujourd'hui, ça fait boule de neige depuis 2008, donc ça fait un petit bail. Et donc aujourd'hui, c'est un univers qu'on ne peut qu'apprécier en y allant et en prenant un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut plus vraiment le lire comme une série de romans, c'est-à-dire tout lire d'un coup. Non, là, aujourd'hui, c'est pas trop possible, à moins d'y dédier sa vie. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a énormément de choses qui sortent, de rapports SCP qui sont écrits, de contes qui sont écrits sur plein de branches différentes. Donc même pour ne lire qu'une seule branche, c'est compliqué. Il y en a qui sont plus suivables que d'autres, qui ont moins d'intensité que d'autres en termes de production, genre la française
n'est pas aussi grosse que l'anglaise, mais malgré tout, ça sort quand même assez régulièrement. Et aujourd'hui, j'ai pas les chiffres exacts. Je sais pas si tu les as toi, Al-Wahid. Il y a quelques années, mais seulement pour les rapports, pas pour les comptes. Pour donner une idée, alors c'était lorsqu'il y avait une vidéo faite par un vidéaste Al236 qui était sorti il y a, je pense, un an et demi maintenant. Il y avait à peu près 12 000 rapports SCP, toutes branches confondues, dont Voilà. je pense une bonne moitié était de la branche anglaise. Vous avez très bien résumé la dimension collective, voire internationale, que votre univers fictif porte. Mais pour les auditeurs qui ne savent pas encore ce que c'est, est-ce que, avec vos propres mots, vous pourrez définir ce que c'est une œuvre collaborative, collective? Comment ça fonctionne? Une œuvre collaborative, pour moi, ça va être quelque chose où n'importe qui déjà peut venir et tant qu'il en absorbe les codes, tant qu'il en absorbe les règles, il peut y participer. Typiquement, la Fondation SCP, il y a des formats. Il y a par exemple un format type de rapport qu'on a tendance à respecter, excepté pour les auteurs vraiment très confirmés qui peuvent se permettre un peu des roues arrière sur l'autoroute. Mais sinon, il y a un format, il y a quand même des espèces de règles plus ou moins tacites. Et une fois que quelqu'un les a saisies, il peut venir, il peut ensuite construire sur ce qui a déjà été construit, donc des éléments d'univers, de lore, on appelle ça comme ça, ou bien, au contraire, proposer des visions alternatives. J'aimerais bien parler, si ça... Al-Wahid, tu vas très vite voir de quoi je parle, de quelque chose qui est vraiment là depuis les débuts quasiment de l'univers, c'est le traitement des expérimentations humaines. C'est une fondation, la fondation SCP, c'est une fondation un petit peu glauque, un peu froide. Pour tester la plupart des objets anormaux, on ne va pas risquer des chercheurs, on va plutôt risquer des cobayes. Et les souris, des fois, ça ne fonctionne pas, les macaques non plus, donc on va envoyer en fait des condamnés à mort pour tester les différentes choses, et comme ça, s'ils meurent, c'est pas trop grave, tu vois. C'est bien sûr moralement douteux, et il y a aussi une notion dans cet univers-là de suppression à la fin du mois. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que vu qu'il y a tellement de secrets, de choses extrêmement dangereuses à la Fondation SCP qui ne doivent pas s'échapper dans le grand public, c'est plus sécuritaire d'avoir cette suppression de chaque classe D, on les appelle comme ça, ces fameux condamnés à mort, une suppression mensuelle de chaque classe D, pour ne pas qu'il reste trop longtemps au sein de la Fondation et accumule trop de savoir. Le problème, c'est que ça fait débat. Ça fait débat depuis le départ. Il y en a beaucoup qui se disent, c'est pas hyper utile, quoi. T'as un mec quand même qui est assez précieux et tu le dézingues au bout d'un mois, peu importe ce qu'il a fait. Et donc il y a eu beaucoup d'interprétations alternatives au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, c'est plus ou moins admis que ce n'est pas strictement une élimination quick. C'est plutôt, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est plutôt un traitement amnésique. On va leur donner un médicament, ce qui fait qu'au bout d'un mois, ils ne se souviennent plus de rien. Et ils peuvent repartir pour un autre mois sans avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. Par exemple. Et il y en a d'autres qui vont dire que, ils sont juste rendus à la vie civile, ou bien que c'est un autre mot pour dire qu'ils sont donnés à un SCP en particulier, qui en a besoin chaque mois. Il y a pas mal de versions possibles, et c'est ce qui fait que pour moi c'est une œuvre collaborative, c'est que tout le monde peut à la fois construire sur la vision des autres et apporter la sienne. Si je ne me trompe pas, une œuvre collaborative qui rebondit énormément sur les théories du complot, le secret, et tout le sel de cette œuvre collaborative repose dessus. On peut dire ça. Il y a beaucoup de choses, effectivement. Il peut y avoir tout à fait des objets anormaux qui apparaissent dans la Fondation SCP qui sont des légendes urbaines. Vont sortir justement de théories du complot certains vont avoir une incidence, qu'elle soit réelle ou non, qu'on a pu observer, qui a pu être vue dans l'histoire ou été inventée pour les besoins du récit, et qui va devoir être couverte justement par la Fondation SCP, qui va du coup devoir faire passer ça comme des histoires de couverture, pour justement dissimuler, détourner l'attention du public ou simplement effacer l'information purement et simplement. On a aussi des écrits qui s'en moquent aussi. Pas mal de récits qui vont un peu les tourner en dérision de façon à dire que, pour jouer avec le ridicule de la chose, je vais en parler vu qu'il n'est pas là. Al-Wahid, il faut bien que Gemini soit présent, il a tellement construit notre lore. Des grands auteurs de la branche française pour... Voilà. En fait, il y a un de ces SCP par exemple, qui s'appelle Le jour où la Terre s'arrêta d'être plate. En fait, c'est le jour où la Terre s'arrêta, et en tout petit, d'être plate. Et en fait, c'est une histoire où tu as des sceptiques, tu as des gens qui sont contre la théorie de la Terre plate, normal pour l'instant,
qui vont vraiment s'opposer à cette vision, ils vont lancer une sonde dans l'espace et ils vont se rendre compte que en fait si, la Terre elle est plate, ah mince. Et du coup, vu qu'ils sont tellement persuadés qu'elle devrait être ronde, ils vont la rendre ronde. Du coup, on retourne Dans un peu le concept dans l'autre sens. C'est ça, en Ok. fait, on se dit, en fait, voilà, la théorie du complot, depuis le départ, elle est réelle, mais maintenant, elle l'est plus. C'est maintenant vraiment une théorie du complot, parce qu'avant, c'était vrai. Et voilà, et c'est très humoristique, ce rapport-là. Il y a beaucoup de différences de ton entre les rapports. Et c'est possible Certains sont d'avoir différence de humoristiques, ton. certains sont humorifiques. Mais justement, je me permets de rebondir. Tu as cité le sigle SCP, qui sont les sigles de la fondation, mais aussi on nomme les anomalies qui sont gérées par la fondation SCP, et ensuite, en général, il y a une histoire derrière avec un nom qui peut nommer cette anomalie. On a parlé du format avant, j'aimerais revenir dessus. Comment on raconte une anomalie SCP ? Un rapport basique de chez basique, vraiment qui va rester dans les clous, souvent quelque chose qui va être créé par les personnes nouvelles, par exemple. Ça va démarrer déjà par c'est quoi, pour éviter d'oublier quelque chose, je vais en ouvrir un. Hop là, je vais en ouvrir un, je vais ouvrir l'un des miens, comme ça, hop. Voilà. Du coup, on commence en fait par le numéro de l'objet, donc SCP-028 par exemple, et une fois que il y a cette classe d'objet, tu rajoutes, si c'est un français, tu rajoutes un -FR. Ça les distingue des anglais qui n'ont pas ce code. On parle ensuite du niveau de menace chez les français. On est les seuls à l'avoir, les anglais ne l'ont pas. Niveau de menace qui va du blanc au noir. On passe ensuite à la classe. Donc ça, c'est quelque chose aussi, la classe qui a tendance à un peu confusionner les gens. La classe, c'est en gros à quel point l'anomalie va facilement sortir de son confinement. On en a 3, il y a Sur, Euclide et Keter, en fonction d'à quel point elle est susceptible de sortir. En très rapide. Et ensuite, c'est là que ça va vraiment démarrer, c'est là qu'on va vraiment commencer à écrire, c'est les procédures de confinement spéciales. Et du coup, ces procédures de confinement spéciales, elles servent un petit peu de moyen de teaser un petit peu ce qu'il va y avoir dans ce rapport, parce que ce n'est pas le moment où on commence à décrire l'anomalie, c'est le moment où on va décrire comment on se prémunit de ces dangers, on évite qu'elles sortent, et on va du coup, c'est ici un peu qu'on va essayer d'attirer un peu l'attention. Par exemple, sur une créature vraiment très dangereuse, on va peut-être devoir lui indiquer qu'il y a des procédures assez étranges. On pourrait penser que pour confiner un ours, il faille lui donner un certain nombre de kilos de viande par jour. Mais si tu as une créature vraiment très étrange et que la condition pour la garder ici, c'est plutôt jouer de la flûte à 5h du matin sur une jambe, ça va tout de suite attirer l'attention. Donc la procédure de confinement spécial, ça a tendance à être là pour vraiment annoncer ce qui arrive et interroger. Et ensuite, on passe à la description. Donc là, c'est vraiment cliniquement quelque chose d'assez neutre, d'assez scientifique. On va décrire l'anomalie, ce qu'elle fait, ce qu'elle est. Et ensuite seulement, on a les différents addendums, on appelle ça comme ça. Donc c'est ce qui est rajouté après. Et là, ça peut être beaucoup plus libre parce que ça peut être énormément de choses en fait. Ça peut être un historique de récupération. Comment est-ce qu'on a trouvé l'anomalie? Comment est-ce qu'on l'a confinée? Ça peut être des expériences, ça peut être des interviews même. Si l'anomalie est humaine, par exemple, c'est possible, ça existe. Et plein d'autres choses en vérité. Ça peut être un plan si c'est un lieu, ça peut être des rapports d'exploration si c'est un lieu justement. Ça peut être des tests croisés avec d'autres SCP, il y a plein d'options. Ça, c'est du coup pour un rapport très classique. Il y a toutes sortes de déviations de format qui peuvent aller de on oublie, c'est parti, à le SCP ne ressemble plus du tout à ça complètement. On peut citer par exemple 1999 où je crois que dès qu'on arrive dans les procédures de confinement spécial, le rapport part en sucette et c'est assez spécial. On peut également citer un SCP qu'il est impossible de décrire et qui n'est décrit qu'avec des sigles. Alors je n'ai plus le numéro en tête, mais justement Oui, je crois que le numéro n'est même pas dit en fait, parce que sinon ça romprait le confinement. Mais je crois que c'est un SCP au-delà des 4000, non? Je ne sais plus. Mais voilà, ça existe, c'est un SCP qu'on ne peut pas décrire verbalement, ni écrire, ni quoi que ce soit, parce que dès que ça sort du sigle, les sigles il ne les comprend pas en fait, ce SCP. Par contre, quand c'est quelque chose, quand on en parle, quand on l'écrit, il va apparaître et prendre le support qui vient de dénoncer des informations sur lui et basiquement le faire disparaître. Donc il vaut mieux éviter d'en parler.
directement. SCP 2521. Voilà. Merci messieurs. Juste avant, on va faire une petite pause musicale, on se retrouvera juste après. Sur notre émission un peu spéciale, une émission qui parle toujours des œuvres collaboratives. C'est la deuxième émission de ce genre, juste après les Backrooms. Nous sommes toujours avec nos invités du jour, des invités qui nous parlent de la fondation SCP, Holt et Hallwade. Je crois que Pierrick, tu avais une question pour tout de suite enchaîner sur l'aspect créatif. Tout à fait. On parle de SCP, d'anomalie. Est-ce qu'on pourrait au moins définir ces termes? Parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui comprend pas, C'est vrai. c'est pas clair, c'est peut-être pas clair ce dont on parle ici. Anomalie, ça démarre vraiment à partir du moment où il y a quelque chose qui rompt les lois physiques, les lois de la nature, auxquelles on pourrait s'attendre. C'est le genre d'objet où on pourrait les qualifier de magiques ou de paranormaux. C'est même pas forcément un objet, ça peut être vraiment une entité, une créature. Ça démarre à partir du fantôme, ça démarre à partir de la créature qui boit du sang de chèvre. Ça va partir vraiment du plus petit. Par exemple, une pièce de monnaie qui atterrit tout le temps sur pile, a vraiment une divinité mauvaise, un truc comme les créatures de Lovecraft par exemple. SCP, ça va vraiment tout ce qui est anormal, tout ce qui ne pourrait pas exister en fait. J'ajouterais qu'il y a une petite distinction justement dans ce que vient de dire, dans ce qui est les objets qui sont très simples. Par exemple, juste une caractéristique anormale qui est pas forcément très importante. On appellerait ça simplement un objet anormal dans la fondation SCP, tandis que justement les objets où la caractéristique anormale ou les caractéristiques anormales sont plus développées, là ça deviendrait l'objet d'un rapport SCP et on dirait que c'est un objet SCP. J'en ai pas parlé parce qu'effectivement la notion finalement ça dépend aussi un peu dans notre canon, un peu ce qui dépend de la distinction en fait, la ligne est fine. Qu'est-ce qui, entre deux objets qui désobéissent aux lois de la nature, qu'est-ce qui qualifie un objet anormal d'un objet SCP? Rien que ça c'est un débat en soi, tu vois. Et par exemple la pièce, en imaginant un univers où les anomalies sont extrêmement rares, la pièce qui atterrit tout le temps sur pile pourrait être un SCP. Par contre effectivement si dans un univers donné, une vision d'univers donné, tu en as des centaines et des centaines et des centaines des pièces comme ça, tu vas pas en faire un rapport SCP pour toutes, donc tu vas appeler ça effectivement des objets anormaux et plutôt les ranger dans un tiroir et on n'en parle plus. Merci pour votre réponse. Je vais maintenant embrayer. On a parlé d'œuvres collaboratives. Certains se posent des questions juridiques. On va aborder tout de suite une question. Ça marche comment les droits de la fondation SCP? N'importe qui peut écrire, je peux faire une vidéo, un jeu vidéo, je peux écrire, Ça marche comment ces droits-là? Alors, la fondation SCP
entière est sous une licence particulière qui est la licence Creative Commons. Alors la licence particulière c'est la CC BY SA 3.0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que vous pouvez n'importe qui reprendre une partie, un rapport, un SCP, un univers développé dans ce cadre-là, peut le reprendre et s'en servir et le vendre par exemple, ou utilise un but lucratif, tant qu'il crédite les auteurs originaux, c'est la partie buy, en fait c'est par qui, et c'est tout. Et après on a le droit de le modifier comme on veut. Voilà. Et le seul problème là-dedans, c'est que vous pouvez l'utiliser pour faire quelque chose de gratuit, vous pouvez l'utiliser pour faire quelque chose n'importe qui peut le reprendre également. C'est pas comme s'il y avait une exclusivité de droit, je dis je veux faire un jeu vidéo sur tel truc, n'importe qui pourrait reprendre votre jeu et le revendre à votre place pour son propre bien. C'est le problème, on va dire, pour ceux qui voudraient faire des gros projets SCP, vous pouvez faire, on peut pas faire de film gros budget SCP parce que n'importe qui pourra reprendre le film et le revendre à notre place. Ce serait légal finalement de le pirater en fait et de le diffuser gratuitement tant qu'il est crédité. En quelque sorte, si je résume, à partir du moment où quelqu'un recrée quelque chose avec la fondation SCP, ça tombe automatiquement dans le Creative Commons. Ouais, c'est domaine public en fait, c'est basiquement domaine public tant que c'est cité, tant qu'il est cité en tant qu'auteur. On pourrait écrire des romans, on pourrait faire des jeux vidéo AAA tant qu'on est d'accord que n'importe qui peut se servir en fait. Ce qui est un petit peu en contradiction avec l'industrie du divertissement. Alors, on va tout commencer à transitionner vers la partie création, mais d'abord, on va poser une question. C'est quoi les différents postes qu'il est possible d'occuper dans la Fondation SCP ? Et là, je précise pas dans l'univers, mais dans le côté écriture. Est-ce qu'il y a des communicants qui peut-être font de la publicité pour les œuvres ? Est-ce qu'il y a des écrivains, des traducteurs ? C'est quoi les différents postes ? Les différents postes vraiment notables, on va surtout les retrouver dans le staff parce que les membres, ils n'ont pas de poste, ils font ce qu'ils veulent. Les membres, ça peut être juste des lecteurs, ça peut être juste des auteurs, ils peuvent juste écrire, ça peut être juste des traducteurs ou bien de tout. Et c'est à peu près tout. Après, il y a des gens qui font des fan-art, il y a des gens qui font des vidéos, il y a des gens qui vont lire des SCP en live, il y a des streamers, il y a tout. Il y a tout en fait, il n'y a pas vraiment de poste en soi, c'est pas vraiment quelque chose de... C'est pas une armée, on n'est pas une organisation, on n'est pas une fondation, c'est vraiment juste un site d'écriture. Les gens, ensuite, ils créent de la manière qu'ils veulent et on n'appellerait jamais ça un poste en soi. C'est plutôt une occupation, une activité, un hobby. C'est ça, c'est un hobby. Et du coup, les gens font ce qu'ils veulent. Dans le staff, on a plus ou moins des rôles, mais c'est pareil, c'est pas exactement des postes parce qu'on est bénévole. Donc c'est très fréquent que le rôle de quelqu'un déborde ensuite sur celui d'un autre. Par exemple, on fait du disciplinaire parce que ça arrive, à partir du moment où on est une communauté, il peut y avoir des incidents. Et la plupart des gens qui font du disciplinaire, ils font aussi de l'événementiel. Ils vont parler des concours d'écriture qu'on organise régulièrement pour les membres. Ils vont parler par exemple du code du site, le support technique. Il n'y a pas de poste en soi. C'est pas aussi carré, ironiquement, que la fondation en fait. On n'est pas à l'image de l'univers qu'on représente, c'est beaucoup plus libre, je pense. Est-ce que tu me contredis, Allwade ? Non, c'est effectivement plus. Il y a des règles évidemment à suivre, mais en soi n'importe qui peut venir, tant qu'il suit les règles, il n'y a aucun problème. On va en quelque sorte poser la suite logique de cette question. On est d'accord que vous n'êtes pas une association, une entreprise, vous n'avez pas vraiment de structure, on va dire, légale. Non, on n'est pas une association. On pourrait, je crois, être une association loi 1901, je crois, quelque chose comme ça. On pourrait, on sait qu'il y a quelques groupes de fans, un groupe de fans en particulier qui a créé ce statut-là, mais c'est un statut qu'ils avaient créé pour faire une chaîne YouTube, je crois. Et donc c'est possible malgré tout de le faire, mais on l'a jamais fait. On va maintenant embrayer sur la partie création. De quoi parlent vos univers en termes de thème, on va dire, de manière générale ? On a l'impression que c'est que de l'horreur et un truc très sérieux. Est-ce que ça parle que d'horreur ? Est-ce qu'il y a de l'humour ? Est-ce que peut-être les thèmes, il y a de l'aventure, de la fantasy ? Il y a tout en fait, parce que ça existe, comme dit, ça existe depuis 2008, donc les gens ne se sont pas cantonnés à l'horreur, on aurait vite fini par s'ennuyer. Donc non, il n'y a pas que de l'horreur, il y en a ceux qui en veulent dans la fondation SCP, parce que souvent les gens qui viennent un peu pour ça à la toute base. Il y en a dans les vieux SCP, mais encore aujourd'hui maintenant, il y a des très bons exemples.
Red Reality, un SCP anglais, je crois que c'est SCP-3001 qui est incroyable par exemple. Il y a encore de l'horreur, mais il y a d'autres choses. Les gens sont diversifiés, les gens ont des univers qui diffèrent. Il y a de la fantasy, il y a de la romance aussi si on cherche un petit peu. Bon, faut chercher, mais il y a de la romance. Il y a de l'aventure. J'ai des exemples de séries françaises qui existent, qui sont vraiment de l'aventure, type un peu Club des 5. Il y a de tout parce que aujourd'hui, en fait, dans l'univers de la Fondation SCP, même dans son propre univers, la Fondation SCP n'est plus toute seule en fait. Il y a d'autres organisations dans son univers qui vont avoir des ambiances, des thèmes très différents. Pour ne citer, c'est c'est vraiment un FCU en fait. Et du coup, pour donner un exemple extrême d'un thème qui n'a rien à voir, on a des groupes dans l'univers de la Fondation SCP qui sont juste des restaurants. Des restaurants qui vont proposer des recettes un peu anormales. Mais c'est ça, c'est juste des restaurants, donc ça évoque peut-être des thèmes et une ambiance un peu plus chill, quoi. La cuisine, c'est pas non plus quelque chose d'horrifique, mais ça peut être tourné de façon horrifique. Ça dépend, c'est qui le cuisinier. Moi, perso, Ça dépend, voilà. bien sûr. J'ai peur d'en prendre une. Mais voilà, en fait, ça peut être très, très différent. Il y a des groupes dans l'univers, ce sont des cultes, donc on va se rapprocher d'un aspect plus Lovecraft, plus horreur. Il y a des groupes où c'est, par exemple, des constructeurs de jouets. Donc là, ça va être une histoire plutôt à la Charlie et la chocolaterie. Il y a vraiment beaucoup de choses, et aujourd'hui, on ne peut plus vraiment résumer un mood à la Fondation, parce que ce serait occulter des dizaines et des dizaines d'œuvres qui aujourd'hui sont encore très importantes, mais qui ont un autre ton que l'horreur, en fait. Je me permets de rebondir sur ce qu'on vient d'expliquer. Justement, pour nos auditeurs, il faut comprendre que dans cet univers fictif, on a parlé d'anomalies. Ces anomalies qui sont nommées des SCP sont eux-mêmes des points de conflit entre les groupes qu'on a cités avant, que ce soit des méga corporations privées, des cultes, ou même des organisations publiques. Dans le lore, on peut me reprendre si je me trompe, l'ONU a sa branche de l'occultisme qui essaye aussi de récupérer ces types d'anomalies. Et il y a des conflits d'intérêts entre elles, donc on peut avoir de la géopolitique dans ce genre d'univers. Mais pour revenir plus précisément à la Fondation, celle qui nous intéresse, on a parlé assez rapidement de comment elle faisait pour confiner ces anomalies et l'anormal en général, mais la Fondation en tant que telle, on n'a pas dit ce qu'elle faisait, comment elle fonctionnait, on a cité un petit peu le personnel D qui pouvait être sacrifié, mais en tant que tel, qui la contrôle dans cet univers fictif? Est-ce que c'est hiérarchique? Est-ce que c'est des entités elles-mêmes? Comment ça fonctionne? La Fondation SCP, son objectif, c'est ce qui est résumé par les SCP. En anglais, c'est Secure, Contain, Protect. En français, du coup, sécuriser, confier. Ce qui veut dire qu'en fait, son objectif est de dissimuler les anomalies, les confiner, donc les garder dans une boîte, ou du moins empêcher que leurs effets anormaux fassent comme bénéfiques se répandent. Et justement, les sécuriser, de faire en sorte que même ne soient pas affectés. Niveau organisation, c'est également variable selon le canon, ce que Holt a mentionné précédemment, c'est-à-dire que selon la vision de l'univers qu'on en a. Généralement, ce qui est accepté, c'est qu'au sommet de la Fondation se trouve le Conseil O5 qui est constitué d'un certain nombre de dirigeants qui dirigent collégialement la Fondation. Certains peuvent s'occuper éventuellement d'un secteur plus particulier, mais les décisions très importantes sont de leur responsabilité. Et ensuite, il y a plusieurs hiérarchies possibles, mais en général, on va avoir des directeurs de sites, les sites étant les endroits où la Fondation peut confier des anomalies. Ensuite, après, toutes sortes de responsables administratifs, les chercheurs, SD, différents grades encore de chercheurs, tout ça, des spécialistes du confinement qui s'occupent de vraiment gérer le confinement, et les forces responsables de la sécurité des sites elles-mêmes, parce que les anomalies peuvent éventuellement se rebeller, ou il peut y avoir des problèmes, justement des attaques par d'autres groupes. Et en dernier lieu, ce que je dirais, il y a un peu les forces armées de la Fondation, qui ont les forces d'intervention mobile, FI. Elles vont s'occuper, alors ça dépend elles ont plein de champs d'intervention possibles, mais ça peut aller de justement le côté sécurisation d'anomalies à l'intervention en milieu hostile, la vérification, l'exploration de SCP carrément, d'endroits particuliers. Voilà, c'est très 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 varié, mais c'est comme ça que fonctionne la Fondation. Eh bien, de notre côté, nous nous retrouvons après une petite pause de musique et nous nous retrouverons pour la suite de la partie création.
retrouve toujours dans cette émission spéciale écriture collaborative avec la fondation SCP et la branche française. Et nous sommes toujours avec Allwade et Holt, et nous sommes toujours dans la partie création. Alors je vais, disons, aborder une question. L'émission est axée sur vous, mais malheureusement, va quand même falloir en parler. L'univers SCP est large et très riche. On a vaguement abordé la notion d'univers étendu. C'en est tellement étendu que la Fondation a peut-être fait des petits et que il y a également d'autres sites qui vivent dans l'univers des SCP qui se sont montés. Est-ce que vous pouvez un peu en parler ? Moi, je pense notamment à l'insurrection du chaos. Alors, l'insurrection... Oh merde. Oh, Louis. L'histoire est compliquée. On va essayer de résumer sans que ça fasse dramatique. En fait, les sites externes comme ça sont souvent créés par des membres qui veulent en fait se détacher un petit peu de l'univers de la Fondation SCP, et ça a toujours posé des questions sur plusieurs choses. La légitimité des membres qui créent ce genre de site, parce que souvent, c'est pas souvent des gens du staff, et quand c'est pas des gens du staff, ça meurt assez rapidement. Là, le site de l'insurrection du chaos, aujourd'hui, n'est plus vraiment actif, à part peut-être quelques personnes qui y subsistent, quelques Gaulois à la Astérix et Obélix, mais je ne suis pas certain que ça soit encore très actif, parce que voilà, c'est monté par des gens, souvent en plus des gens qui ont pu être en conflit avec le staff, qui créent en fait leur propre site, ce qui est très bien, ils ont le droit, hein, c'est la licence créative. Mais en fait, ça subsiste assez peu. Et en plus, ça a ce problème que, vu que ça reprend une partie de l'univers de la Fondation SCP, ils sont dans ce paradoxe où, sur leur site, ils ne peuvent parler que du groupe qu'ils ont choisi, tandis que le site de la Fondation, lui, pourrait techniquement avoir tous leurs écrits, tant qu'ils les citent, il pourrait avoir tous leurs écrits au sein de son propre site. En fait, la Fondation SCP fait de l'ombre à des sites concurrents qui sont issus d'elle, en fait. La Fondation SCP mange ses petits. L'attention, en tout cas, que pourraient avoir ces sites. Parce que les gens qui connaissent ces sites-là, c'est forcément des gens de la Fondation. Tu passes par la Fondation avant de connaître ces sites-là, donc ça fait un filtre, en fait. Ça fait un filtre, et aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'un site français, en tout cas, qui a la même portée, la même activité que la Fondation SCP. Par contre, ça existe chez les Anglais. Les Anglais, ils ont des success stories de sites, par exemple la bibliothèque des vagabonds. Ça existe. Il y a effectivement des sites issus de l'univers de la Fondation SCP qui ont été créés et qui ont marché. Mais la différence notable, c'est qu'ils ont pas, je ne crois pas, hein, ils n'ont pas été créés sous des conflits, et en plus, c'est géré par des staffs. Donc, ça marche au mieux. Comment on s'organise pour créer ? Parce que vous êtes nombreux à écrire. On a souvent en plus l'image de l'écriture comme quelque chose d'assez solitaire. Comment on fait pour s'organiser, pour éviter qu'il y ait tout et n'importe quoi ? Vous ayez des pages remplies de fautes d'orthographe ou des gens qui reprennent la création d'un autre et juste la détruisent pour X ou Y raison. Comment on fait pour s'organiser ? Déjà, on n'a pas le droit d'éditer la création de quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit de la modifier. C'est pas comme Wikipédia dans le sens où t'as pas le droit de modifier des sections de texte. Excepté si c'est vraiment dit dedans, mais je n'ai jamais eu l'exemple de ça. Donc il y a quelques pages collaboratives où on peut ajouter par-dessus les choses des autres, par exemple la page des objets anormaux dont parlait Howard tout à l'heure, où on peut rajouter. Mais sinon c'est pas possible. C'est pas comme Wikipédia, c'est vraiment plutôt... Comment je pourrais comparer ça ? Vraiment, tu mets ton livre dans la bibliothèque, dans la grande bibliothèque de la Fondation SCP. Et du coup, quelqu'un qui viendrait et qui ferait n'importe quoi, qui rajouterait un livre avec rempli de fautes d'orthographe, avec des vulgarités, un univers qui ne respecte rien, etc. On a un système de vote, en fait. Les lecteurs peuvent voter, peuvent upvote et peuvent downvote. Donc, littéralement, mettre un pouce vers le haut, mettre un pouce vers le bas. Et s'il y a suffisamment de pouces vers le bas, eh bien, en fait, c'est supprimé. Donc, il y a une espèce d'autofiltre, dans le sens où une espèce d'autofiltre de qualité, de cohérence aussi. Si quelqu'un donne une vision de la Fondation SCP complètement aberrante, il peut se prendre des pouces vers le bas. Mais basiquement, c'est surtout modéré comme ça pour les cas les plus extrêmes.
pour vraiment les dingueries, les choses qui ne peuvent pas passer. Ensuite, pour l'organisation, pour vraiment créer des choses cohérentes, pour créer des histoires à plusieurs, on a ce qu'on appelle les canons. Et les canons, ce sont en gros des groupements d'écrits, organisés souvent par quelques membres qui ont créé ce canon, et qui vont fédérer les auteurs qui s'intéressent à ce canon autour d'un contexte commun. Un contexte ou bien une section particulière de la Fondation, un univers théorique. Par exemple, on a des canons, un canon en particulier, par exemple, qui s'appelle Retour à la normale, qui raconte l'histoire de la Fondation SCP qui a viré des membres de la Fondation et qui se venge. Elle a viré des employés et ensuite ils reviennent pour se venger de cette suppression parce que la Fondation SCP a volé certains de leurs souvenirs, a un petit peu ruiné leur vie en les virant comme ça. Et en fait, tous ceux qui vont rejoindre ce canon vont du coup devoir écrire de façon cohérente au sein même du canon. Voilà à peu près comment ça fonctionne pour un canon. Ensuite, en dehors du canon, les rapports SCP, les comptes indépendants, etc., ça va être une question un peu de popularité de vision. Un conte qui va raconter un personnage en particulier, qui va créer un personnage, si ce personnage est suffisamment populaire, peut-être qu'il sera repris par un autre, qui va créer d'autres choses sur sa vie, sur son histoire. Et peut-être que ça va être encore repris par un autre, qui va donner une autre version. Et ça va être déterminé par la popularité de ces visions, en fait. Maintenant, je vais aborder une question qui est dans la ligne directrice. On a abordé le fait que tout le monde peut créer et qu'il y a des canons, etc. Mais est-ce que, pour autant, il n'y a pas des sujets tabous ou, en quelque sorte, de la censure ? Je m'explique. J'ai sorti le grand mot, alors il faut que je... Admettons, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Comment est-ce que vous contrôlez quand même un minimum qu'il n'y ait pas des choses qui, on va le dire, iraient totalement dans l'illégal, par exemple ? En fait, si ça arrivait, déjà, le staff serait immédiatement notifié. On n'a jamais eu de cas comme ça, je crois pas, au Whitey. Je ne vois pas de... On écrit sur tellement de trucs, il y a forcément des moments où il y a des sujets qui peuvent être plus ou moins sensibles qui sont abordés, mais je sais pas, des textes qui fassent par exemple l'apologie de la haine ou de l'antisémitisme, qu'il y en ait, il y a des mentions, mais exprime ce genre de choses, je ne pense pas que ça existe. Voilà, ça aborde des thèmes, mais s'il y avait vraiment quelque chose comme ça, vraiment un texte qui fait de l'apologie de la haine, ou bien qui cite vraiment une espèce de... j'en sais rien, vraiment quelque chose d'ignoble, mais vraiment pas juste pour l'aborder sur son angle possible, sur son angle horrifique par exemple dans une histoire, si c'était le cas, en fait, déjà ce serait donne voter du coup, pouce vers le bas, et en plus le staff serait sans doute notifié si c'était vraiment grave, et si ça arrivait, ce serait juste supprimé. Les membres auraient réagi en fait. On est une communauté malgré tout, donc s'il y a quelque chose de dingue qui est posté et qui est repéré par quelqu'un, c'est noté en fait. C'est notifié assez rapidement et c'est supprimé. Je comprends. Alors on va rapidement parler d'un cas qui peut-être peut faire un peu débat. On a parlé que tout le monde pouvait en quelque sorte prolonger l'œuvre. Comment vous réagissez au fait que de nombreuses chaînes YouTube reprennent vos œuvres et parfois les illustrent, alors que dans certains cas en plus, c'est plus ou moins voulu qu'on n'illustre pas? Comment vous réagissez à ça ? Moi, ce que j'aurais dit pour mon côté, c'est que le fait qu'il y ait de l'illustration, alors, ça peut être d'abord une vision, le choix d'une vision particulière pour une personne. Pour certains SCP qui sont très connus, il y a énormément de versions, il y a énormément de fanarts qui sont sortis. Alors là, c'est vraiment, ça va faire un parmi des milliers. Pour des moins connus, ça peut toujours être une occasion de le faire mieux connaître et de montrer une vision particulière. Après, que ce soit celle de l'auteur ou pas, c'est un autre problème. Mais justement, je trouverais toujours ça bien, parce que c'est bien de sortir des sentiers battus, surtout aussi énormes où il y a autant de manquer dans tous les sens. Ce qui est plus problématique, c'est, pour revenir à des sens, c'est que parfois ces vidéos font un tas de choses, des fanarts qui ne leur appartiennent pas, ou citent des œuvres, et ça se le faire bien, c'est un peu plus embêtant. J'aimerais bien aussi ajouter qu'il y a des gens, les vidéos qui sont basiquement faites par des gens comme vous et moi, où ils lisent des SCP, ou bien ils les illustrent, ou bien ils font des vidéos sur des jeux vidéo SCP, ce genre de choses-là. Moi, je n'ai rien contre, parce qu'au contraire, ça diffuse la Fondation SCP partout, c'est une communauté de fans en gros. Par contre, j'ai de plus gros problèmes envers les grosses chaînes d'animation SCP, où vraiment ça
Ça va fournir des vidéos assez régulièrement, plusieurs fois par semaine, avec une animation de piètre qualité, parce que ces chaînes YouTube-là, c'est pas faites par des fans. C'est fait par des entreprises de production de contenu, souvent délocalisées, des choses un petit peu obscures, on n'arrive pas vraiment à retrouver qui les a produites. Ça tape souvent dans le putaclic, hein, dans le racolage le plus primaire de YouTube, et c'est pas fait dans une démarche de fan, mais vraiment dans une démarche d'attirer du clic avec du contenu de très basse qualité. L'animation est très mauvaise souvent, elle est faite par des gens délocalisés, je suis sûr que ça vient des pays genre de l'Europe de l'Est ou bien peut-être dans d'autres pays. Et ça fait que là on a vraiment une prolifération de chaînes YouTube d'animation très basse qualité, traduite dans toutes les langues, il y en a plein, parce qu'il y a des entreprises comme ça, là, très, très shady, qui se sont dit que tiens, ça fait du clic auprès des plus jeunes, donc on va en faire plein et on va faire SCP-173 va à la plage avec Mickey, il y a des choses parfois qui font un peu penser à ça, et pour le coup, ça c'est plutôt du trash content, c'est vraiment du contenu de très mauvaise qualité, que, ok, ça fait connaître la fondation SCP, mais pas avec le meilleur travail du monde et surtout pas avec les meilleures intentions du monde sur le dos de personnes qui ont fait ça bénévolement, parce que eux ils gagnent de l'argent avec ça. Nous allons quitter le monde YouTube, etc., mais nous allons rester à l'étranger. La fondation SCP, comme on l'a mentionné, est une fondation, enfin un groupe d'écriture, mais qui n'est pas que à l'échelle française, qui est à l'échelle anglaise, russe, chinoise, etc. Comment est-ce que le canon, on va dire, mondial s'écrit? Parce que, alors pour nos auditeurs qui nous écoutent, il faut comprendre que il y a une espèce de canon mondial, ou du moins une liste mondiale qui est globalement partout la même, en tout cas j'ai pas vu d'endroit où elle était différente, et il y a aussi des listes locales en quelque sorte. Comment vous vous organisez pour notamment ce canon local, etc. avec eux? Il y a pas de canon mondial, hein. C'est la Ah. liste anglaise. C'est la C'est la liste liste anglaise, ok. anglaise, Ah ouais, c'est ça. excusez-moi. En fait, quand il n'y a pas de EN derrière, c'est que c'est anglais parce que forcément les Anglais ont été les premiers, donc ils n'ont pas mis de petits bidules derrière pour signifier que c'est des Anglais. Ok. Mais il n'y a pas de canon global. Pas de canon D'accord. anglais. Il y a une liste anglaise et la liste française chez nous, et on traduit aussi un petit peu des autres. Et forcément, c'est la liste anglaise qui est la plus souvent traduite par les autres branches, mais je vais laisser Louis en parler pour le coup. Oui. Pour ce qui est de niveau canon, même niveau pour juste chaque branche, il y a en plus plein de visions différentes parce qu'il y a plein d'auteurs. Il y avait une seule branche qui avait essayé de faire un canon fixe, entre guillemets, respecté par tout le monde, c'est la branche italienne. Le problème, c'est très compliqué parce que quand on essaie de s'accorder à plein sur une même chose, ça limite aussi les possibilités de création, des choses qui deviennent c'était difficile. Et on finit par, il me semble, le lever il y a cette année. Pour les autres branches, il y a plein de canons qui partent dans tous les sens. Parce que du coup, le canon anglais est globalement le plus connu. Enfin, je sais que parmi les SCP les plus connus, c'est souvent des SCP anglais. Est-ce que parfois vous êtes traduit en Angleterre? Il y a quelque chose comme 70 ou 80 des 500 quelques rapports français qui sont traduits en anglais. C'est une petite partie, mais c'est déjà un bon début. Les Anglais sont très centrés sur leur propre canon. En fait, la branche anglaise ne s'est pas construite sur une intention de traduction. Là où les autres branches internationales sont nées de la branche anglaise. Donc il y a souvent eu cette volonté-là. Et du coup, ça fait que la plupart des productions anglaises, la plupart des productions françaises en anglais, pardon, ont été traduites ironiquement par les Français, en fait, pour qu'elles puissent s'exporter sur la branche anglaise. C'est souvent dans cette direction-là que ça va. Alors que dans l'autre sens, ça se fait plutôt on traduit. Eh bien, merci pour votre réponse. Nous nous retrouvons après une petite page de musique. Et nous sommes toujours dans le Box Culture spécial écriture collaborative avec la Fondation SCP.
Et on se retrouve toujours dans cette émission spéciale Fondation SCP avec Holt et Allwade qui nous parlent de la Fondation SCP, la branche française. Nous avons abordé une bonne partie de la partie création, mais il nous reste quelques éléments à aborder. Disons, on va dire plutôt de l'impact au niveau de la Fondation SCP. Comment est-ce que vous êtes perçu ? Et bon, on l'a légèrement abordé au début. Mais comment vous êtes perçu vis-à-vis du grand public, vis-à-vis de... Même peut-être d'éditeurs. Non, on n'a pas de contact avec des gros bonnets de quoi que ce soit de télévision, quoi que ce soit, de gros médias. Non, personne. Jamais. Même On a des... pas parler de gros médias, mais peut-être des éditeurs qui seraient venus en disant on peut vous proposer d'éditer par exemple Non. X rapport. On a des gens qui viennent souvent nous demander s'ils peuvent faire une vidéo sur la Fondation SCP, si on peut faire un film sur la Fondation SCP, s'ils peuvent écrire un roman, etc. On leur dit à chaque fois oui, c'est possible, on serait très, très curieux. Voici la licence, et on leur parle de la licence libre, et souvent, 80%, on les entend plus jamais. Donc, c'est à peu près ça, là, le rayonnement culturel qu'on a, parce qu'on reste malgré tout assez niche, en fait. On reste un univers vraiment très niche. La plupart des gens nous connaissent parce qu'ils connaissent la branche anglaise, et qu'ils ont appris, en s'y intéressant un petit peu, qu'il y a une branche française. Mais on n'est pas une si grosse communauté que ça, hein. On a beaucoup de membres au fur et à mesure des années, mais en termes de membres actifs, on tourne autour de 50, 100. C'est bien, mais c'est pas quelque chose de gigantesque comme la branche anglaise par exemple, ou comme d'autres communautés. Ce qui fait que aujourd'hui, on est connu, on a notre petite tranche de membres actifs, et même parmi ces membres actifs-là, tout le monde n'écrit pas, tout le monde ne traduit pas, donc ça fait qu'on n'est pas une espèce d'immense machine de production, on n'a pas non plus un énorme de rayonnement, on a en fait le rayonnement de quelque chose de niche en fait. De quelque chose de niche, aujourd'hui, les SCP les plus connus, ça reste des Anglais, les SCP français, en fait, ça va être connu par des gens qui apprécient déjà beaucoup la Fondation SCP de base. Voilà. Je me permets de relancer sur ce que tu viens de dire. Est-ce que globalement, est-ce que vous voyez depuis que c'est devenu un peu plus populaire des médias reprendre facilement ce genre de concept ? Vous voyez des jeux, des romans apparaître, ou ça reste assez compliqué ? Les jeux, j'aurais dit un peu plus, des films aussi. Il y a eu de métrages, notamment Overlord, qui durent quelque chose comme 40 minutes, qui sont faits par les fans. Et des références dans la pop culture de façon plus large... On est connu sur Internet, donc les gens qui vont sur Internet vont connaître au moins la Fondation SCP un peu comme un brouillard, on se dit ça c'est un peu le truc paranormal. Au-delà de ça, des références, à part les comme Control, pas beaucoup d'exemples en tête. Peut-être que t'en as d'autres. J'en ai pas spécialement d'autres, mais j'ai l'impression que la Fondation SCP en tant que concept, donc qui inclut aussi la branche anglaise, par contre ça oui, aujourd'hui c'est vraiment dans la pop culture d'Internet, là ça existe vraiment beaucoup. Là, je pensais que la question portait plutôt sur la branche française, et du coup là c'est vraiment plus niche parce que les gens vont connaître d'abord la Fondation SCP en tant que concept, les Anglais, etc. Et ensuite, en creusant, ils vont tomber sur nous. Mais oui, par contre, la Fondation SCP en tant que concept, en tant vraiment que production internationale, juste d'existence, là énormément de gens connaissent, énormément de gens qui sont sur Internet vont au moins connaître le SCP le plus connu, qui est SCP-173, avec son image caractéristique, cette espèce de statue cacahuète un peu flippante, qui, quand on ne la regarde pas, va te briser la nuque. Ça, énormément de gens connaissent. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui connaissent de surface, de thèmes, et c'est pour ça, je pense, que ça a pu influencer des jeux comme Control, des séries, des histoires. Je ne les connais pas tous, parce que je pense qu'il y a
pas vraiment de copier-coller, ça influence sans doute. Il y a des séries qui ont sans doute été influencées par la fondation SCP, mais de manière sans doute pas assez flagrante pour que ce soit vraiment connu. Mais Control est le plus grand exemple parce que les auteurs l'ont directement avoué en fait. Ils l'ont avoué en interview, ils l'ont cité, donc forcément c'est très connu. C'est sans doute comme ça d'ailleurs que la plupart ont entendu parler de cette influence-là de l'un à l'autre. Parce que voilà, ça s'est ressorti en interview et du coup les gens sont fiers. Je pense que les gens qui ont participé à la fondation SCP sont fiers de faire partie de quelque chose comme ça. Pour les personnes qui aimeraient s'initier à cet univers sans passer par de la lecture, qui seraient peut-être rebutées, on peut y penser. Est-ce que par exemple si on parle de médias jeux vidéo, on parle de médias séries, cinéma, vous auriez des œuvres à recommander qui s'inspiraient énormément ou un petit peu de ce que peut être la fondation en termes d'univers? Les meilleurs exemples, c'est le meilleur exemple pour moi de média pour introduire à la fondation SCP, pour moi, c'est la vidéo qu'a faite Alt236 il y a justement un an et demi. De médias qui s'en inspirent pour. J'ai pas d'idée comme ça. Je pense que Control est un jeu qui a été bien reçu. Je n'y ai personnellement pas joué, mais il est sur ma liste. Je pense qu'il a été bien reçu et ça donne au moins une première vibe, à mon avis. Forcément, si vous avez apprécié X-Files, c'est possible que vous appréciez aussi. En termes de romans, je réfléchis, en termes de livres, je n'ai pas tant que ça l'impression. Ce qui est Lovecraftien un peu, mais ça s'approche, mais ça reprend pas tout. Ouais, non. En fait, pour moi, Lovecraft, ça n'y rentre pas parce que on n'a pas le côté organisation, ou bien à moins que j'ai oublié vraiment ce que faisait Lovecraft, mais on a le côté bizarre, mais on n'a pas tout ce qui fait la fondation. C'est vraiment cet aspect entreprise, enfin pas vraiment entreprise, mais plutôt organisation qui cache. C'est Men in Black en fait. Il y a plein de choses comme ça qui reprennent un petit peu, qui sont inspirées. Oui, non, pas que. Il y a aussi le fait alors, il s'occupe que des extraterrestres, bien sûr, mais c'est le fait que ce soit quelque chose de global qui cache l'existence de quelque chose de bizarre. Là, c'est juste les extraterrestres, mais pour moi, ça compte un peu. Parce que un SCP peut aussi être un extraterrestre, d'ailleurs, dans notre univers. Ça existe aussi. Mais du coup, voilà, on n'a pas tant que ça d'exemples d'autres choses que la Fondation pour s'intéresser à la Fondation. Si les gens veulent s'intéresser à la Fondation, on a les jeux, on a des fanarts externe, il y a toujours un moyen, je pense, de s'intéresser à l'univers de la Fondation sans lire, mais ce qui est dommage. C'est dommage, vous ratez des choses. Je pensais à un dernier truc, là ça m'est revenu. Ceux qui aiment bien la série Doctor Who, il y a tous les thèmes de science, mais pas d'organisation. Par contre, il y a Torchwood, qui est dérivé de Doctor Who. Effectivement, c'est une organisation qui s'occupe du paranormal, et là ça peut sans doute s'approcher de tout ça. Eh bien, merci pour cette réponse plus que claire. Maintenant, nous allons enfin parler de traduction, même si on l'a déjà pas mal abordé. Alors la première question, comment est-ce que vous choisissez les SCP à traduire? Pour ma part, je me balade un peu sur le wiki anglais au hasard. Il y a une partie où ça peut être, je regarde dans les listes de SCP, je me dis, ce titre pourrait être intéressant, ou ça me parle, ou bien en cherchant par leurs équipes, pour éviter justement d'avoir juste une énorme liste et que il n'y a pas de système de classification. Ici, on a des tags qui permettent de définir les thèmes en gros ou les concepts abordés dans un rapport. Je sais pas, par exemple, il doit y avoir un tag félidé pour tous les rapports qui parlent de chats ou de félidés divers, un tag chimique pour tout ce qui parle de chimique, ainsi de suite. Qui ce côté-là. Moi, si par exemple j'aime bien la chimie, je vais chercher des choses en rapport avec ça, avec le tag chimique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En se promenant, par exemple, en lisant un canon, on pourrait se dire, j'aimerais bien le traduire, j'aime bien le concept de ce canon. Je pourrais me dire, je vais essayer de traduire des œuvres dans ce canon, des œuvres qui tournent autour d'une organisation. On peut parler des autres groupes qui se trouvent dans l'univers de la Fondation, il y a ça aussi. Surtout ça. Moi, c'est en grande partie aussi, quand je fais du travail de staff, que je vais chercher des trucs, je rajoute des étiquettes sur des rapports. Je me promène sur le site anglais, je me dis ça pourrait être intéressant, je garde ça dans ma liste, du coup j'aurai une liste de 80 ou 100 trucs que j'aimerais bien traduire qui traînent dans mes marque-pages, et voilà, c'est comme ça que ça marche, en tout cas. C'est quoi les difficultés que tu rencontres, ou que les traducteurs même rencontrent quand vous faites de la traduction? Difficulté, alors il y a, quand on traduit des rapports notamment, il y a le côté, il faut avoir un certain lexique, un certain vocabulaire, des certaines tournures de phrases qu'il faut avoir en tête et pas essayer de réinventer. Une erreur assez bête, ça pourrait être de traduire Special Containment Procedures,
par procédure spéciale de confinement. L'usage veut que ce soit procédure de confinement spéciale, on ne le change pas. Moi, c'est une des premières erreurs que j'ai faites, c'est pour ça que je ne veux pas en parler. Il y a plein d'autres choses. Mettre par exemple, pour le site anglais, c'est Object Class, pour la classe d'objet. Classe. Après, il y a plein de trucs qui sont tout ce qui est formatage, parce qu'on est sur un site particulier, ensemble de sites. Donc c'est pas Wikipédia, c'est un système de wiki. Et ça tourne moins bien et le gérant en fait le laisse mourir à petit feu, donc on a de plus en plus de bugs qui s'accumulent. Donc des fois il y a des trucs particulièrement retors, des fonctionnalités un peu pourries. Ça peut être pénible quand on veut traduire des rapports parce que finalement ce que vous traduisez c'est un texte, mais c'est aussi une page internet. Quand certains rapports incorporent du code plus ou moins tordu, des fois il faut essayer de l'adapter. Bon, c'est pas toujours gagné et le site ne se prête pas toujours à être n'aide pas toujours les traducteurs là-dedans. Est-ce qu'il y aura d'autres ? Pas mal comme difficulté majeure. C'est la difficulté de la langue. Alors, dans la suite de cette idée, est-ce que tu rentres en contact ou est-ce que les traducteurs rentrent en contact avec les auteurs originaux pour mieux retranscrire ces idées, notamment pour aider à la traduction ? Ça peut arriver, mais c'est, à mon sens, c'est assez rare. Ça peut arriver quand, par exemple, il y a une tournure qu'on comprend vraiment pas et qu'on prend le temps de bien faire la traduction et qu'on se dit, là, je vois pas ce que l'auteur a voulu dire, on essaie d'entrer en contact avec lui. Il y a quelques problèmes parce que si, par exemple, on essaie de traduire un rapport qui a été posté en 2008-2009, les chances du monde que l'auteur ne soit plus actif, donc bon courage pour le contacter. Et merci pour cette réponse. Nous reviendrons d'ici quelques minutes après une petite page de musique pour aborder la fin de la partie traduction. Et je remercie encore Holt et Allwade d'être présents lors de cette émission. Et quant à nous, nous nous disons à dans quelques minutes.
dans cette émission spéciale Fondation SCP. Nous nous retrouvons pour la fin de la partie traduction et nous sommes toujours avec Holt et Holwade pour parler de la Fondation SCP France. Nous allons tout de suite embrayer avec comment on devient traducteur pour la Fondation SCP. Comment on devient traducteur ? Il y a certaines personnes qui se disent sur la Fondation, moi je vais créer des trucs, je veux faire mes propres SCP. Ils vont se tourner vers la section création. Ils disent je vais me promener sur le site et je vais voir et par exemple j'ai des CP anglais ou de branches, si on peut être tout à fait connaître d'autres langues que l'anglais, heureusement que nous en avons d'autres. Et je me dis je trouve ça cool, je voudrais le partager avec les gens que en français par exemple, c'est parti. Et pour moi c'est la façon la plus simple, on va dire, plus simple. Disons moins compliqué créativement, je pense, de traduire que facile de faire beaucoup de traductions parce qu'on reprend le texte original et on va simplement après le transcrire dans notre langue plutôt que l'inventer de zéro. C'est ça que je perçois. Des gens plus à l'aise créativement auront sans doute une perception inverse. Et comment on devient traducteur ? Au début, quand on va commencer à traduire, ça va être un processus assez long parce que on va pas forcément y passer tous les jours. Des fois, on se dit je vais essayer de traduire un petit truc, on coince sur une phrase, on passe 1 heure sur une phrase, voilà. Ça prend du temps. On passe la première traduction en relecture pour que justement elle soit vérifiée par quelqu'un et quelqu'un vous relève les fautes et valide ou pas votre traduction. Et petit à petit, justement, en général, on devient plus avec la langue qu'on traduit, ça devient plus rapide. On a aussi les usages de la Fondation, je parlais des tours de phrases à adopter, ça devient aussi plus naturel, et puis ça finit par rouler plus ou moins tout seul. Normalement, au bout d'un certain nombre de traductions, un membre a trouvé une certaine qualité dans ses traductions, il devient traducteur confirmé, à ce moment-là, il n'a plus besoin de passer par une case relecture, il peut poster directement ce qu'il a en. Et après, c'est parti. Par exemple, je vais être à 250 traductions à mon avis. Il y a beaucoup de membres qui s'arrêtent à la première, ils n'ont pas forcément le temps ou l'envie, ou même juste ils disent je fais une, c'est déjà bien. Il y a d'autres qui vont être à plus 10, 20, 30. Nous partons désormais sur la partie investissement, mais ce qui n'est pas grave puisque nous étions en train de faire le pont. Jimmy, il me semble que tu avais quelques questions ? Exactement. Une fois que je suis intéressé par le concept de Fondation, son univers, et que je veux vous aider, peu importe le poste, est-ce qu'il y a un moyen et est-ce qu'il y a des contacts très précis ? Je pense à des Discord, à des réseaux sociaux, à une adresse mail. Comment ça fonctionne ? Nous avons effectivement un Discord. Alors, il y a à peu près un serveur Discord par branche. C'est surtout ça. Donc il y a le site de la Fondation, fatalement, c'est là que se déroule toute la partie officielle directe. Un forum pour échanger, pour justement tout ce qui est relecture, que ce soit traduction de création. Donc c'est surtout entre ce forum et le serveur Discord que ça se passe. Et après des comptes officiels sur Twitter, sur Facebook, c'est beaucoup moins, ça va être plus être de l'information plus que de la collaboration. Du community management même. Même du community management, ok. Vous recherchez ce genre de poste, par exemple, est-ce que vous avez des besoins par rapport à ça, des traducteurs, des écrivains ? C'est tout le temps en évolution ou c'est selon le temps et les motivations des personnes ? C'est vrai, c'est du bénévolat. Donc comme dit, vu que ce n'est pas des postes, que c'est vraiment des gens qui viennent, qui s'intéressent à l'univers, qui s'intéressent à l'activité, on ne dépose jamais de candidature. On ne cherche 3 auteurs, cherche 5 traducteurs. Non, jamais. C'est des gens qui viennent, qui s'intéressent et qui travaillent. D'ailleurs, la question est, je tiens quand même à réagir, ils ne travaillent pas pour nous, les gens qui sont sur le site. Ils travaillent pour eux, pour ce qui leur plaît. Ils ont envie d'écrire, ils écrivent, ils ont envie de traduire quelque chose pour le partager au monde. Ils le font, mais ils travaillent pour personne finalement. Parce qu'ils sont pas payés déjà. Donc, ils travaillent pour personne. Est-ce que moi, par exemple, un casu qui arrive et qui cherche à raconter son histoire, vous lui conseillez de passer directement par du texte et des rapports, ou tout de suite il peut écrire ses contes, il peut écrire limite des romans, commencer à écrire des webtoons, je sais pas. Vous lui conseillez quoi à peu près à ces genres de personnes ? Et je rajouterais, est-ce que déjà il reçoit de l'aide ? Oui, il reçoit de l'aide. On a plein de gens qui sont impliqués dans la critique
donc qui aident pour la création des premiers rapports, qui accompagnent la création des premiers rapports. Donc vous êtes forcément accompagné, mais voilà, ça reste du bénévolat. Donc vous êtes aidé par des membres comme vous et moi. Ça arrive que du staff, que des gens plus expérimentés s'y ajoutent. C'est aussi possible de contacter directement des auteurs expérimentés pour leur poser des questions. Normalement, si c'est pas des Russes, ils vous répondront gentiment, ça c'est possible. Et voilà, n'importe qui peut arriver avec son projet. Souvent, on conseille quand même de partir doucement, parce que commencer avec vraiment son projet de roman ou bien un truc incroyable, quelque chose qui va redéfinir les standards du site, souvent on conseille de quand même lire le site, bien connaître un petit peu l'univers, de lire un petit peu ce qui se fait en ce moment. Et ensuite, comme ça, on a une base en fait d'univers dans la tête. Quand on écrit son premier rapport, souvent on conseille de faire soit un rapport, soit un conte, mais quelque chose d'avalable, quelque chose qui est abordable, de ne pas commencer par... quand on mange un éléphant, on commence par une patte, on va pas commencer par tout, on va pas essayer de le manger tout entier. Là, c'est un peu pareil, souvent on conseille aux gens de faire un rapport sur un objet, qui n'a rien à voir peut-être avec un projet beaucoup plus ambitieux, mais c'est seulement ensuite, en s'étant un petit peu fait à l'exercice, qu'on conseille ensuite aux gens de faire de plus en plus, et beaucoup de gens ont commencé comme ça. Ils ont fait un objet, ensuite ils ont fait une petite série de contes, et puis ils font des trucs de plus en plus gros. Et voilà. C'est une phase d'apprentissage en fait. Tu ne démarres pas Jedi en essayant tout de suite de vaincre Dark Vador. Voilà. Si je pouvais rajouter un petit truc, on parlait de critique. Il peut arriver que quelqu'un dépose une idée sur le... On lui dit, cette idée, elle est bien, mais elle a déjà été faite. Ou alors cette idée, elle est un peu bancale et on peut pas, elle pourra pas finir sur le site à moins que tu l'écrives super bien. Quand on est un jeune auteur, on dit ne l'écris pas de suite ou garde-la sous le coude, mais là tu pourras pas en faire quelque chose. Ça arrive que du coup des fois on doit débouter des gens, et ça arrive que des gens aussi proposent justement, et continuent à proposer, et continuent à avoir leurs idées refusées. Ça arrive. Ça reste assez exigeant de ce côté-là. C'est quand même un site où on essaie d'écrire justement, on a des standards de qualité relativement élevés. C'est pas fait pour tout le monde. Fait pour tout le monde malheureusement, c'est ce que je voulais ajouter. Désolé. Sinon ça fait un peu non, c'est un élitiste. Non, c'est pas élitiste non. Faut pas non. Enfin, je crois que je suis un peu plus comment dire. J'ai pas envie de faire peur en fait personnellement. J'ai pas envie de faire peur. Si vous avez envie de vous intéresser à la Fondation SCP, de toute façon il y aura toujours un moyen de vous engager dans l'univers. Si c'est compliqué d'écrire un premier rapport, un premier conte, parce que les exigences sont encore un peu trop hautes, parce que vous êtes trop jeune ou quoi que ce soit, vous pouvez dessiner, vous pouvez apprécier ce qui est écrit, vous pouvez commenter, vous pouvez discuter. Il y a plein de manières d'interagir avec la communauté. Écrire, c'est pas du tout la seule fin en soi. Il y a énormément de gens sur le site qui n'écrivent pas vraiment, pas beaucoup en tout cas, qui lisent principalement, ou bien qui lisent pas et qui discutent avec la communauté. Donc il y a plein de façons de rejoindre la communauté, il n'y a pas qu'une seule façon d'interagir avec, il faut pas avoir peur. Merci beaucoup pour cette réponse plus que claire. Il nous reste maintenant très peu de temps, donc je vais aborder la dernière partie. Une partie qui va faire suite à tout ce qu'on a dit, le futur. Alors très rapidement, je vais redonner un peu d'éléments de contexte à nos auditeurs. La Fondation SCP, donc on l'a abordé, est une œuvre de collaboration, mais une œuvre de collaboration qui petit à petit commence, mine de rien, à avoir un certain succès. On l'a abordé avec des entreprises qui sont pas toujours très bien intentionnées, mais qui font de l'argent avec la Fondation SCP, malgré peut-être pas leurs bonnes intentions. Mais c'est quoi l'avenir pour la Fondation SCP ? Et notamment pour la Fondation SCP France. Moi, j'ai pas de diplôme de voyante et du coup, c'est un peu compliqué. C'est que moi, ce que j'imagine, c'est qu'on reste un peu de niche, à moins que il y ait vraiment, par chance, quelque chose qui ramène beaucoup de gens, en fait. Pour moi, on va rester de niche jusqu'à la mort d'Internet, parce que on n'a pas de plan marketing. On n'est pas une entreprise, comme dit, on est vraiment juste des bénévoles qui nous intéressons à un univers. Et on a aussi un turnover de membres
qui est, je pense, tout juste suffisant pour qu'on reste une cinquantaine, centaine. Il y a énormément de gens en vieillissant qui s'y désintéressent. Nous, on est un peu les exceptions parce que on est bien dans l'âge adulte et on y reste investi. Mais voilà, il y a des gens qui vont s'y intéresser à 15 ans et ils s'en vont à 20. Et du coup, voilà, il y a ce turnover-là qui permet tout juste d'être un sujet de niche. Et pour moi, ça restera à cette échelle-là. C'est vraiment ma vision de l'avenir. Pour moi, ça restera à cette échelle-là tant qu'il n'y aura pas un énorme média, un peu comme le premier jeu vidéo, la Fondation SCP, qui a vraiment créé presque la branche anglaise, qui a vraiment fait boom presque, en termes de popularité. Si on n'a pas un truc comme ça, un peu plus tourné vers les Français, on va rester une branche de niche, à mon sens. On va rester plus petit que les Anglais, on va rester dans notre petit coin. On va faire des choses qui restent très intéressantes. On a des choses, honnêtement, on n'a pas l'impression que c'est fait par des bénévoles. Je pourrais vous en donner plein d'exemples. Mais si on n'a pas en fait quelque chose qui ramène des gens au site, pour moi, on va rester à peu près dans cette espèce de status quo. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un film, un film fait par des fans, mais pour moi c'est forcément quelque chose d'extérieur qui va ramener des gens au site, ou bien quelque chose d'interne à chez nous, un compte, un rapport vraiment très populaire, sur lequel des choses externes vont se faire et vont les ramener au site. Mais pour moi c'est la seule option d'avenir du site, c'est soit on reste comme des hobbits et on va vivre heureux jusqu'à la fin des temps, ou bien on va devenir une méga corporation par coup de chance. En gros, voilà à peu près ma vision de l'avenir. Ouais, je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est que justement ça c'est un peu pour la branche française, pour l'anglais c'est assez différent. Les autres branches qui ont énormément de membres comme les branches chinoises, japonaises, justement là ça continue à augmenter de plus en plus vite. Regardez par exemple les 1000 rapports SCP, globalement sur la branche anglaise il y a un concours. Ces concours, petit à petit, plus on avance dans les séries, là on arrive dans la série, plus ça avance, plus les concours sont rapprochés, donc plus il y a de production. Et à un moment ça devient fou, on peut pas tout lire. Là, le dernier concours, il y avait au moins une centaine d'entrées à lire, donc imaginez 100 textes à lire pour un concours en quelques semaines. Énorme. Et la branche anglaise, ça a continué à mon avis comme ça, à moins que ça s'essouffle un jour. Ça risque de continuer. Eh bien, nous vous remercions d'avoir participé à cette émission qui a été riche en informations. Nous le rappelons, vous êtes donc senior staff tous les deux de la Fondation SCP en France. La Fondation SCP est une œuvre collaborative à laquelle, en quelque sorte, un peu tout le monde peut se greffer s'il en a envie, et une œuvre très intéressante tant d'un point de vue créatif que narratif. Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission. Quant à nous, vous nous retrouverez prochainement pour d'autres émissions sur le thème de la création collaborative. Merci encore une fois à vous deux d'avoir été présents. Eh bien merci, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à vous et au revoir. Merci d'avoir été avec nous pendant cette émission. Nous remercions à nouveau nos invités d'avoir répondu présents et d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, nous retrouvons très rapidement pour d'autres émissions. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant avoir réussi à vous transmettre l'amour qu'ont ces auteurs pour leur projet, et que nous avons également pour l'écriture collaborative. Bonne journée.